Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce live exceptionnel, puisque nous accueillons ce soir dans le live FEDESAP la HAS et deux membres imminents de cette noble autorité, en la personne de Monsieur Christian Sout, donc, qui est le président de la commission sociale et médico-sociale de la HAS et membre du conseil, et de Madame Véronique Gady, qui est directrice de la qualité et de l'évaluation des établissements médico-sociaux. Alors, merci de nous consacrer du temps ce soir pour traiter un sujet qui nous anime, qui est l'avenir de nos services, qui est, comme vous le savez, suite à de nombreux rapports, et notamment plus particulièrement un rapport de l'IGAS sur l'évaluation des établissements sociaux, a été posée la question de la refonte de l'évaluation interne et externe de nos établissements. Suite à ce rapport, en 2019, a été confiée une noble mission à la HAS, qui est d'une part de repenser un référentiel d'évaluation pour l'ensemble des établissements médico-sociaux. Ça, c'était le premier objectif qui a été confié à la HAS. Et un second objectif qui est aussi de repenser la méthode d'évaluation des établissements au regard de ce nouveau référentiel. Alors, bien naturellement, moi je vais pas trop parler puisqu'on a la chance d'avoir les principaux acteurs et décideurs de ce référentiel parmi nous ce soir. Alors, comme vous le savez, en bas de votre écran, vous avez deux icônes, converser, questions-réponses. Alors, n'hésitez pas, ce moment, il est pour vous, à interpeller nos experts pour leur poser toutes les questions que vous le souhaitez dans le chat. Et je ferai un petit peu le modérateur pour qu'on puisse arriver quand même à bien gérer le temps, puisqu'on est déjà plus de 137 participants. Alors, qui est-ce qui veut démarrer? Christy, Véronique, Christian? Alors, c'est Christian, mais je vais du coup partager peut-être un diaporama. On a prévu un petit diaporama pour vous, avec, on s'est réparti les rôles, Véronique et moi. Je vais commencer peut-être par donner quelques items sur ce que c'est que la HAS, parce qu'avec la fusion entre la NESM et la HAS, il y en a peut-être un certain nombre de personnes qui sont dans le webinaire qui se posent des questions. Et puis, je dirais quelques mots des orientations stratégiques qui ont été mises en avant pour l'évaluation. Puis après, je passerai la parole à Véronique qui va vous dérouler la procédure pour aboutir à ce nouveau mécanisme d'évaluation, les principaux items qui ont d'ores et déjà été retenus, et puis un peu vers où on va, parce que je pense que c'est aussi des préoccupations du quotidien pour vous. Alors, quelques mots d'introduction sur la HAS. Il y a quelques diapositives qui vont suivre cet écran de départ, et je vais vous donner quelques précisions sur ce qu'est la HAS. D'abord, c'est une autorité publique indépendante, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire une API. Un petit peu auparavant, on parlait plus volontairement d'autorité administrative indépendante, et aujourd'hui, la terminologie a été homogénéisée par la loi, et on parle d'autorité publique indépendante. C'est aussi une autorité à caractère scientifique, c'est-à-dire que dans les commissions de la HAS, notamment dans celle que je préside, et dont la direction de Véronique est la direction d'appui, on cherche les niveaux de preuve les plus élevés dans un cadre raisonné et transparent. Et puis, il y a des métiers dans cette HAS qui sont assez bien identifiés. Et pour que vous repériez l'endroit au sein de la HAS où se trouvent les questions sociales et médico-sociales, je vais vous le montrer. Diapositive suivante, Véronique, puisque c'est toi qui as la main. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une API? Les autorités publiques indépendantes, c'est un mouvement qui s'est créé, notamment en France, dans les années 70, parce que on imaginait que si l'administration s'occupait directement d'un certain nombre de sujets, le résultat ne serait pas optimal. En tout cas, il serait teinté d'une main trop réglementaire, trop interventionniste, et qu'il y a des sujets dans lesquels ce n'est pas possible, notamment les libertés publiques, mais aussi l'économie de marché, puisque, vous savez, la fixation des prix est aujourd'hui un mécanisme qui n'existe plus. Donc, c'est la concurrence, mais en même temps, il faut la réguler, produire des expertises, et notamment en santé. Alors, vous connaissez tous, autour de cette réunion, des autorités publiques indépendantes. Probablement, vous ne savez pas que ça appartient à cette catégorie-là des API, mais par exemple, dans ce qui est la protection des libertés publiques, vous avez le Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisque nous parlons de liberté d'information et de communication. Vous avez la CNIL, puisque nous parlons de loi informatique et liberté. Donc, vous avez dans ces domaines-là des autorités indépendantes. Pareil pour l'économie de marché, l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, le médiateur de l'énergie.
Et puis, dans le domaine de la protection de la santé, il y en a aussi quelques-unes, soit parce que c'est leur métier essentiel, soit parce que c'est une partie de leur métier. Mais c'est le cas de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est le cas du comité consultatif national d'éthique qui se prononce à de nombreuses reprises au cours de l'année sur des questions de santé et d'éthique. C'est aussi la question de la commission nationale du débat public qui notamment avait fait expertise sur les nanotechnologies, plus exactement les nanoparticules. C'est aussi le cas du défenseur des droits, puisque les Français ont le droit de s'adresser aux défenseurs des droits quand ils ont le sentiment que leurs droits dans la santé ne sont pas bien respectés. C'est aussi le cas du contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est notamment vrai dans les hôpitaux psychiatriques. Et puis, c'est aussi le cas de la Haute Autorité de Santé, puisque l'ensemble de son activité en ce qui la concerne est couverte par cette notion d'autorité publique indépendante. Donc, une API, ça n'est pas l'administration, ce sont des autorités qui sont en marge de l'administration, qui sont des autorités publiques et indépendantes. En plus de cette caractéristique d'indépendance, la HAS, elle a un caractère scientifique, c'est la loi qui le dit. Et qu'est-ce que c'est que la science? C'est pas toujours très facile de le définir, mais pour aller le plus vite, c'est un débat raisonné et critique, on avance des arguments, on se contredit, on cherche un consensus entre des experts à partir des données de la littérature. Alors, qu'est-ce que c'est que la littérature? Vous entendez beaucoup parler de littérature en ce moment avec le Covid, on dit ça a été publié, ça n'a pas été publié. C'est des données qui sont publiées dans des revues, des résultats d'études. C'est aussi des pratiques professionnelles, par exemple les vôtres dans les services d'aide à domicile. Et c'est aussi des préférences des citoyens, des patients ou des usagers, comme vous voulez les appeler, parce qu'il faut aussi, pour trouver un consensus d'experts, prendre ça en considération. Pour ça, à la HAS, on a des modèles qui sont un peu des exercices imposés. On ne fait pas ça parce qu'on a décidé ce jour-là qu'on allait faire comme ça. Pas du tout. On fait ça parce que ça correspond à un processus reconnu, installé, avec notamment des guides méthodologiques. Et c'est particulièrement vrai pour la commission sociale et médico-sociale, puisque nous avons validé récemment un guide méthodologique pour l'élaboration d'un certain nombre de recommandations. Donc, il y a une note de cadrage, il y a des groupes de travail qui sont composés d'experts dont les liens d'intérêt ont tous été validés. C'est transparent, soit parce qu'il y a un groupe de lecture, soit parce qu'il y a eu une consultation publique. Et tout à l'heure, Véronique vous expliquera que sur ce référentiel d'évaluation des établissements, il y a eu une consultation publique et la FEDESAP a d'ailleurs fait valoir un certain nombre d'observations. Et puis, il y a une validation à la fin en commission ou en collège. Donc, c'est ça, une autorité indépendante qui fabrique de la science sur un modèle donné et pas un choix, une coquetterie du moment. Diapositive suivante, Véronique. Si elle passe pas, c'est… Voilà. Alors, quels sont les métiers de la haute autorité? Il y en a 4 principalement dans la diapositive que j'ai préparée. Vous trouverez dans la colonne de gauche ces différents métiers, et puis dans la colonne de droite, c'est un peu à quoi ça correspond dans la façon d'appeler les choses. L'évaluation des biens de santé, pour nous à l'HAS, c'est essentiellement 2 choses. C'est les médicaments, et puis c'est les dispositifs médicaux. Et vous verrez que chaque fois qu'il y a une entrée dans cette colonne de droite, il y a des commissions en face. En espèce, ici, pour les médicaments, c'est la commission de la transparence. Pour les dispositifs médicaux, c'est la CNEDIMS. Et puis, deuxième métier de la HAS, c'est évaluer des stratégies de santé. Alors, en ce moment, vous entendez beaucoup parler de la vaccination avec la commission technique de la vaccination, mais c'est aussi des questions de santé publique, par exemple les dépistages néonataux qui sont en cours de réévaluation aujourd'hui par la commission de l'évaluation économique et de santé publique. Troisième métier, c'est évaluer les établissements. C'est notamment vrai pour les établissements de santé avec ce qu'on appelle la certification et la commission de la certification. Et puis, je l'ai souligné en gras pour vous, les établissements sociaux et médico-sociaux, puisque ça va se passer via la commission sociale et médico-sociale que je préside et à laquelle la direction de Véronique apporte tous ses concours. Troisième métier, c'est recommander des bonnes pratiques. Alors, dans différentes perspectives, du parcours de soins avec une commission qui est spécialisée dans les parcours de soins qu'on appelle la CRPPI, les pratiques professionnelles pour la qualité des établissements de santé, et puis les pratiques professionnelles pour la qualité des ESMS, où là, on a aussi des recommandations de bonnes pratiques. Alors, ne confondez pas, il y a d'un côté le référentiel d'évaluation, et puis de l'autre côté, les pratiques professionnelles, les bonnes pratiques professionnelles, qui sont 2 sujets aujourd'hui séparés. Un peu plus loin, Véronique, quelques mots sur l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. C'est une double volonté politique d'abord.
Dans un premier temps, on a rassemblé l'Agence nationale d'évaluation des services médico-sociaux et sociaux et la HAS ensemble dans une autorité unique. Et puis après ça, il y a eu une deuxième décision politique qui était de réformer le modèle d'évaluation des ESMS à horizon 2022, comme l'a expliqué Régis Granet dans ses mots d'introduction. Deuxième étape, on a confié ce chantier du modèle d'évaluation à la HAS de manière à ce qu'il soit doté de garanties scientifiques et méthodologiques. Ce n'est pas non plus là une inspiration du moment, c'est quelque chose qui est fait pour durer, qui doit être avec des repères scientifiques et établis et non contestés. Et puis, il y a des délais qui ont été fixés. Nous avons pour mission d'aboutir en fin d'année 2021. Quels sont les axes stratégiques de cette évaluation pardon, est-ce que je vais dire deux mots, diapositive, tu as raison, diapositive précédente. Si, je crois qu'il faut en dire deux mots pour parler de l'article 75 de la loi de 2019 qui est relative à l'organisation, à la transformation du système de santé, que vous connaissez peut-être sous le nom de OTSS. Dans cette loi, on confie à l'HAS le projet de nouveau dispositif d'évaluation. L'idée, c'est qu'il y a un nouveau cahier des charges d'habilitation des organismes et puis qu'il faut bâtir un système d'information robuste et ergonomique qui intègre les deux volets du projet et facilite l'ensemble des contrôles. Alors évidemment, on peut se dire, mais pourquoi ça traîne autant ce référentiel d'évaluation? C'est parce qu'il n'y a pas que le référentiel. Il y a aussi le cahier des charges de l'habilitation des organismes, il y a aussi le système d'information qu'il faut construire. Tout ça prend du temps, mais tout ça va finir par aboutir. Les orientations stratégiques, il y en a trois principalement. C'est permettre à la personne d'être actrice de son parcours. On ne fait pas ce référentiel d'évaluation pour le plaisir d'en faire un, mais parce que la personne est au centre de son parcours et c'est elle qui doit être le plus possible actrice de son parcours. Il faut que aussi ça renforce la dynamique de qualité au sein des établissements et services. L'idée, c'est pas d'exiger la qualité tout de suite pour tout le monde, partout, etc. Mais c'est de se mettre dans une idée qu'on va progresser ensemble et que c'est une dynamique qui va s'améliorer au fil du temps. Certains vont être peut-être très bons dès le départ et d'autres vont rallier ce cheminement optimal. Et puis, c'est aussi une démarche qui est porteuse de sens pour les établissements sociaux et médico-sociaux et les professionnels qui y travaillent parce que eux aussi, dans la façon de construire leur mission, dans leur façon d'être auprès des gens, il y a des valeurs et des principes qu'on doit retrouver partout et qu'il serait parfois inexcusable de ne pas respecter. Deuxième diapositive. Alors, les valeurs qui sont derrière ce projet de référentiel, c'est évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir d'agir de la personne. Par le passé, on appelait plutôt ça l'autonomie. On lui a donné une approche plus substantielle, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit pouvoir décider, qui doit pouvoir agir. Le respect de ses droits fondamentaux, mais ça, pour ceux qui ont travaillé dans le système de santé, si certains d'entre vous ont eu des postes dans le système de santé, ils avaient déjà l'habitude de ces droits des personnes malades. Là, ici, il s'agit des droits des personnes accompagnées, des droits fondamentaux, la liberté d'aller et venir. Vous avez vu récemment que le Conseil d'État a annulé un règlement qui interdisait les sorties des EHPAD. L'approche inclusive des accompagnements, c'est-à-dire que ça doit avoir des dimensions, j'ai presque envie de dire multivariées, c'est-à-dire qu'on soit de s'intéresser à la fois à la qualité de la vie de la personne, mais aussi à sa façon de s'insérer malgré tout dans le tissu social. Et puis, il y a toutes les dimensions de réflexion éthique des professionnels, et Dieu sait qu'on en a eu beaucoup, notamment avec les mois d'épidémie que nous avons traversés. Je crois qu'il y a encore une diapositive derrière, me semble-t-il. Voilà, sur la stratification de cette évaluation qui va se faire à trois niveaux. Au niveau de la personne, c'est-à-dire que quand on va mettre cette évaluation en place, il va falloir aller auditer les personnes pour savoir si les valeurs et les principes dont on a parlé à l'instant dans la diapositive précédente, elles ont le sentiment que ces valeurs et ces principes ont été reconnus et respectés. Pour les professionnels, c'est le deuxième niveau de l'évaluation, c'est aussi de les mettre en situation, eux, de pouvoir dire eux-mêmes comment ces valeurs et ces principes sont mis en œuvre et sont respectés. Et puis, il y a aussi une vision de gestionnaire de l'établissement et du service qui doit permettre de mesurer la façon dont ce référentiel, de son point de vue, a été aussi mis en œuvre et respecté. Donc, voilà l'évaluation à trois niveaux qui est prévue par le diagramme auquel on a abouti aujourd'hui après plusieurs mois de travaux de la commission et des services d'appui. Je crois que c'était la dernière de mes diapositives, Véronique. Je pense que
tu dois pouvoir maintenant, à partir de ce diapositive, pouvoir rentrer dans la procédure d'évaluation de manière plus fine et plus précise. Oui, alors merci Christian, hein. Ce que je vous propose, c'est de vous refaire juste un petit point de calendrier de là où nous en là où nous en sommes de l'avancée des travaux et le cheminement qui a été le nôtre jusqu'à maintenant et ce qui se dessine pour les mois à venir. Donc les orientations stratégiques que Christian vient de vous présenter ont fait l'objet évidemment de discussions, de débats avec nos instances. Et c'est au moment du vote de la loi, on savait que cette loi allait être votée, que la mission allait nous être confiée. Donc nous avons pris un certain temps pour pouvoir définir ces orientations stratégiques, mais également définir la méthode de travail que nous allions utiliser. Nous avons échangé avec nos instances, le Collège de la Haute Autorité de Santé et la Commission sociale et médico-sociale qui ont validé ces orientations stratégiques et la méthode choisie. Nous avons également largement partagé avec les fédérations du secteur et avec notre comité de concertation qui rassemble non seulement les grandes fédérations, mais également les associations de professionnels et les associations d'usagers. Sur la base de ces orientations nous avons lancé un appel à candidature pour constituer les groupes de travail avec un défi assez majeur, je dirais, qui est d'avoir des groupes de travail qui soient représentatifs de l'ensemble du secteur social et médico-social, à savoir des professionnels et des personnes accompagnées qui soient issus du secteur personnes âgées, établissements-services, du champ du handicap, enfants, adultes, tout le secteur de l'inclusion sociale, à la fois les addictions et la grande précarité, et puis enfin la protection de l'enfance. L'enjeu, il était d'avoir un référentiel national qui viennent s'appliquer à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il était donc essentiel d'avoir des groupes de travail qui se caractérisent par la diversité de leur composition, d'où l'importance de cet appel à candidature qui a remporté un grand succès puisque nous avons reçu plus de 1200 candidatures en un temps assez réduit. Et ensuite, donc, il a fallu qu'on fasse des arbitrages. Encore une fois, le critère étant la diversité des profils. Et puis, comme vous le disait tout à l'heure, Christian, en présentant les principes de la Haute Autorité de Santé, évidemment avec des profils qui ne présentant pas de conflit d'intérêt au regard du sujet traité. Les groupes de travail se sont faits sur des thématiques qui avaient été identifiées lors des débats sur les orientations stratégiques et qui relèvent de la logique dont vous avez compris qu'elle est quand même un fil conducteur extrêmement fort dans nos travaux, à savoir d'avoir une approche qui soit centrée sur la personne. Les thématiques, au nombre de 7, sont des thématiques centrées sur la personne, droit, protection et bientraitance, tout ce qui concerne le recueil de la parole, l'accompagnement à l'autonomie, le recueil et l'exploitation de l'expérience des personnes, une thématique autour de ce qui va être la personnalisation de l'accompagnement et des parcours, mais également la place des aidants et des proches, notamment dans ces parcours. Un sujet autour de ce qui va être scolarisation, apprentissage, insertion sociale et professionnelle. Un sujet autour de la participation à la vie sociale, culturelle, l'ouverture à la santé. Un sujet sur ce qui est soins et accompagnement à la santé. Et puis, une dernière thématique qui est un peu en miroir des autres sur prévention et gestion des risques. On pense évidemment à des risques comme ceux de risque de maltraitance, risque de chute, risque de fugue, le risque médicamenteux, enfin un certain nombre de risques qui sont au regard des autres sujets. Et puis, je dirais en fondement de l'ensemble de ces sujets, un sujet portant sur la stratégie de l'établissement ou du service, à savoir son projet d'établissement, son inscription sur le territoire, sa politique ressources humaines, qualité de vie au travail, sa capacité à innover. Donc 8 groupes de travail thématiques, plus un 9e groupe transversal qui, lui, a pour mission de travailler sur les méthodes d'évaluation et sur le rapport et la procédure en tant que telle. Donc au total, nous avons rassemblé 9 groupes de travail
qui ont représenté environ 150 professionnels et usagers au sens de personnes accompagnées ou représentants de ces personnes. Les groupes de travail se sont réunis pour la première fois lors du mois de novembre, à la fin du mois de novembre 2019. Nous avions une deuxième session qui était prévue début janvier, qui a dû être reportée pour cause de grève nationale et notamment parisienne. Donc la deuxième session a finalement eu lieu au moment où était prévue initialement la troisième session, c'est-à-dire en février 2020. Et puis évidemment, nous avions donc reprévu une nouvelle date au mois de mars et vous imaginez bien que, au-delà même du confinement, de toute façon, les professionnels ne pouvaient plus être mobilisés déjà depuis, quelque temps, pour venir travailler avec nous. Nous avons donc reporté cette troisième session. Nous avons pour autant essayé de continuer, à travailler déjà en exploitant au maximum de ce qui avait été, déjà rassemblé, lors des 2 premières sessions et puis surtout assez rapidement, nous avons eu la conviction que ce que nous vivions collectivement et ce que vivait vraiment plus particulièrement, le secteur social et médico-social allait venir impacter d'une manière ou d'une autre nos travaux et notamment le référentiel, d'évaluation et qu'il était indispensable avant de reprendre, ce processus de travail, de faire un retour d'expérience, sur la crise covid. Nous avons donc, commencé à préparer ce retour d'expérience et notamment construit un questionnaire qui a été envoyé en juillet à l'ensemble des membres des 9 groupes de travail. Ce questionnaire a été analysé et les résultats ont été présentés et discutés lors d'une troisième session, donc spécifiquement dédiée, au retour d'expérience de la crise covid, avec notamment, comme enjeu lors de ces groupes de travail d'identifier en quoi ça allait venir ou pas modifier, les travaux tels qu'ils avaient été jusque-là, imaginés et notamment s'il y avait des thématiques, qui n'avaient pas été vues ou des thématiques qu'il s'agissait de reprioriser ou de développer davantage au regard de ce qui venait d'être de ce qui était encore d'ailleurs, vécu. La dernière session, des groupes de travail a eu lieu en novembre 2020, en tout cas des groupes de travail thématiques, c'est-à-dire tout ce qui nous a apporté, le contenu du référentiel et puis nous avons également rassemblé, réuni le groupe de travail transversal pour commencer à faire le lien avec le contenu de ce qu'on était en train de mettre dans le référentiel et ce qui, va être, constituer les méthodes, de référence les méthodes d'évaluation. En janvier 2021, nous avons donc mis, et j'imagine que vous avez dû le voir, la V0 du référentiel en consultation, publique. Donc juste pour redire les choses, très rapidement, vous avez compris, il y a eu 4 sessions des groupes de travail thématiques. Ces groupes de travail, ils ont produit des objectifs et ils les ont déclinés en critères. Sur la base de ces objectifs, et de ces critères qui ont été produits par les groupes de travail, nous avons, réorganisé, réagencé, ces objectifs et ces critères pour, les entrer, dans un référentiel, constitué en 3 chapitres, hein, qui correspond au niveau d'évaluation que vous a présenté Christian, à savoir des éléments qui vont aller s'évaluer au plus près de la personne, un certain nombre d'éléments qui s'évaluent auprès des professionnels et des équipes, et enfin des critères et des objectifs qui se regardent au niveau de la gouvernance. La consultation publique, elle s'est déroulée sur 6 semaines, donc tout le monde pouvait venir y contribuer, à la fois des professionnels, des personnes accompagnées, des proches, des associations, et puis évidemment, toutes les fédérations et groupements professionnels, intéressés par le sujet. Au total, et je peux vous dire que ça n'est pas une mince affaire aujourd'hui parce que nous les traitons tous les uns après les autres, il y a eu 8 888 contributions. Autrement dit, sur l'ensemble des critères, hein, qui ont été, et des objectifs qui ont été mis à la discussion, il y a eu 8 888 propositions, soit d'évolution, soit des éléments de discussion. Et donc l'ensemble de ces contributions sont en train d'être analysées, par l'équipe du service évaluation. Cela représente, la participation de 713 individus ou, je dirais personnalités morales.
Autrement dit, ça a mobilisé beaucoup plus que 713 personnes, puisque les fédérations ont souvent organisé elles-mêmes des groupes de travail pour pouvoir contribuer à la discussion autour, à la consultation sur le référentiel. Alors, ce référentiel qui a été mis en consultation, je vous le disais, il est structuré selon 3 chapitres. Un chapitre qui est centré sur la personne, hein, et qui va aller interroger la personne elle-même sur un certain nombre de sujets tels que le respect de ses droits, la prise en compte de son expression, sa participation au projet personnalisé, son regard sur son cadre de vie, les actions de prévention, les actions d'accompagnement dont elle bénéficie. Un chapitre qui va aller interroger les professionnels sur leur capacité à développer un questionnement éthique sur leurs pratiques, mais également à garantir l'effectivité des droits des personnes accompagnées et à s'assurer d'une fluidité des parcours des personnes. Et puis enfin, un troisième chapitre qui, lui, se situe, je vous le disais, au niveau de la gouvernance de l'établissement ou du service, en s'attachant à voir comment cette gouvernance impulse une démarche de bientraitance, veille au cadre de vie de la personne, veille au cadre de travail des professionnels et va impulser une stratégie à la fois d'accompagnement de la personne qui soit centrée sur la prise en compte de ses besoins et la personnalisation de cet accompagnement, mais aussi qui soit fondée sur une politique de gestion des ressources humaines adaptée, et le tout dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ces 3 niveaux d'évaluation et dans ces 3 chapitres, c'est comment à un moment donné, cette analyse croisée par des regards positionnés à des niveaux différents vont permettre de dégager une vision intégrée du niveau de qualité des accompagnements qui sont proposés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Notre volonté, elle est vraiment d'aller au plus près de l'évaluation du service rendu à la personne. Ça représente en tout 38 objectifs et 189 critères. Alors, la question qui nous a été posée très vite, hein, et qui nous est encore posée aujourd'hui, c'est est-ce que l'ensemble de ces critères et de ces objectifs vont s'appliquer à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux? Alors, j'ai envie de vous répondre en très, très grande partie, oui. En très, très grande partie. Alors, on est en train aujourd'hui d'entrer un peu plus dans le détail et de se poser pour chacun de ces critères et de ces objectifs, est-ce qu'effectivement, ils s'appliquent ou ils ne s'appliquent pas à l'ensemble des établissements et services? Il y a déjà dans le référentiel quelques critères qui vont s'appliquer aux structures d'hébergement et qui du coup ne s'appliquent pas aux services et vice-versa. On avait, quand on a démarré les travaux, la conviction qu'il était essentiel de proposer une base commune, un socle commun assez fort à l'ensemble des établissements et services. Et on en était d'autant plus convaincus qu'il nous semblait qu'à partir du moment où notre logique était d'avoir une évaluation du service rendu à la personne, les principes aujourd'hui de l'accompagnement sont communs, quel que soit le lieu où la personne est accompagnée, est accueillie. Ouais. Bon. Après, nous avions l'intuition qu'il y aurait probablement des volets spécifiques à développer en fonction soit des structures, soit du public accompagné. Les groupes de travail nous ont poussés à aller très très loin dans le commun. Je vais vous donner un exemple sur la question de la fin de vie. Échange entre un professionnel d'un EHPAD et un professionnel intervenant dans le champ de l'enfance. Et le professionnel de l'EHPAD disant à son collègue du champ de l'enfance: «Ah ben non, mais vous, ça ne vous concerne pas la fin de vie». Et l'autre réagissant en disant: «Bah si, en fait, parce que nous, la question de la fin de vie, alors il ne l'attrape pas de la même manière. Mais il peut y avoir des décès dans une fratrie. Il peut y avoir des décès de parents et la question de la mort, elle peut être aussi existante. Elle n'est pas fréquente,
mais pour autant, elle existe. Et si on n'a pas préparé une équipe à aborder la question de la mort d'un proche, eh bien, ça peut mettre une équipe en difficulté. Alors, cet exemple que je vous montre, c'est typiquement la logique dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs et des critères qui sont communs. Ce qui va être différent, c'est la manière d'aller évaluer ces critères. C'est-à-dire, ce sont les questions qu'on va poser. C'est ce qu'on va aller regarder qui va être différent selon si on est dans le champ PA, PH, inclusion sociale ou protection de l'enfance, selon si on est dans un établissement ou dans un service, selon si on s'intéresse à un public adulte ou un public enfant. Alors, la diapositive que vous avez devant vous, c'est ça qu'elle essaye de mettre en lumière. Vous avez des objectifs et des critères qui sont très, très majoritairement communs à tous. Ensuite, il y a des méthodes d'évaluation que nous avons choisies et qui sont les mêmes méthodes, à savoir des méthodes reposant sur les traceurs qui vont aller regarder les résultats au plus près de la personne, au plus près du terrain. C'est ce qu'on appelle l'accompagné traceur. On s'intéresse à la situation d'une personne, on étudie la situation d'une personne, on recueille le point de vue de cette personne, on recueille le point de vue des professionnels sur l'accompagnement de cette personne et à travers, je dirais, cette étude de cas, on évalue la réponse aux critères qui correspondent. On a le traceur ciblé qui va aller s'intéresser à un mécanisme particulier qui doit être maîtrisé par les professionnels. Ça peut être par exemple d'aller, je ne sais pas moi, s'intéresser à la manière dont ils se sont organisés, par exemple, pour avoir un questionnement éthique au quotidien. Et donc là, on va interroger les professionnels sur la manière dont ils se sont organisés pour pouvoir avoir ce questionnement éthique, comment ils choisissent les sujets, comment est-ce qu'ils animent le débat, comment est-ce qu'ils formalisent ces pensées. Donc vous avez les traceurs, c'est une méthode qui va au cœur des accompagnements. Et puis, vous avez les audits système, de manière plus classique, qui, eux, partent du haut de la structure, de la politique de la structure et qui vont aller essayer, avec la gouvernance, de comprendre la politique et ensuite d'aller voir comment est-ce que ça se déploie sur le terrain. Donc ça, c'est des grands principes qu'on utilise également dans la certification des établissements de santé, par exemple. Ce sont des méthodes qui sont internationalement reconnues et dont je sais très bien, pour avoir eu des témoignages, qu'un certain nombre d'acteurs du champ social et médico-social ont déjà utilisé, déployé dans leur dynamique interne de démarche d'amélioration continue de la qualité. Et pour pouvoir déployer ces méthodes, il nous faut des grilles d'entretien, il nous faut des grilles d'observation, il nous faut des méthodes de revue documentaire. Et c'est là qu'on va aller chercher la spécificité des établissements, des services et des publics accueillis. Voilà, on ne va pas interroger de la même manière les professionnels des services à domicile ou les professionnels qui interviennent dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. On ne va pas aller regarder la même chose et on ne va pas aller étudier les mêmes documents. Et ces documents qu'on va étudier, on n'ira pas rechercher les mêmes informations. Pour autant, l'objectif, il reste le même. Voilà. Alors, les objectifs et les critères, on est en train, on a fait cette V0 du référentiel. Alors, je vais peut-être passer à la question du calendrier. Donc là, le référentiel V0 a été finalisé, mis en consultation. On est en train d'analyser les retours. Et sur la base de l'analyse de ces retours, on va retourner vers la commission sociale et médico-sociale pour leur proposer un certain nombre de modifications du référentiel tel qu'il a été mis en consultation. Nous sommes en train de travailler en parallèle sur le guide d'évaluation, sur les méthodes, sur les grilles d'évaluation, hein, c'est bien ce que je vous présentais juste précédemment. Sur la base à la fois de ces méthodes et de ce référentiel consolidé, nous allons partir en expérimentation sur les mois de juin, première quinzaine de juillet et septembre, pour pouvoir tester à la fois le référentiel, la manière dont il est compris, approprié dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et puis les méthodes. Est-ce que ce qu'on aura créé comme grille d'évaluation nous permet de recueillir l'information qui nous permette de porter un regard sur la qualité du service rendu. Sur cette base-là, nous allons consolider à la fois
le référentiel, les méthodes, le format du rapport, arrêter la procédure en tant que telle et nous irons à ce moment-là devant nos différentes instances pour en rediscuter à la fois avec le comité de concertation et puis bien évidemment avec le collège et la commission sociale et médico-sociale qui sont nos instances validantes. Voilà, aujourd'hui, alors la loi avait évidemment prévu que nous publions l'ensemble de ce dispositif au 1er janvier 2021. La crise sanitaire, évidemment, a décalé ces travaux-là. Nous avons une lettre ministre de la Santé et des Solidarités et des autres ministres d'ailleurs intéressés, concernés en tout cas par ce dispositif d'évaluation, qui nous enjoint de publier ce référentiel au 1er novembre 2021. Évidemment, le travail ne s'arrête pas au mois de novembre 2021. Ce n'est que le début d'une nouvelle phase et il va s'agir pour nous ensuite d'accompagner, de faire un travail de pédagogie auprès des établissements et des services pour expliquer la logique, la philosophie, les méthodes, répondre aux questions et donc à partir de la fin 2021 et début 2022, ça veut dire pour nous développer des MOOC, des webinaires, aller en région, aller à la rencontre des acteurs, s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs qui peuvent être aussi des relais en région pour faciliter cette appropriation. On plaide beaucoup, alors ça, je sais que ça fait partie des questions que vous allez forcément me poser, à savoir quand vous commencez les évaluations. Je n'ai pas de date à vous donner, je n'ai pas de date à vous proposer aujourd'hui. Je peux vous dire ce que défend la HAS. La HAS, elle défend le fait qu'il n'y ait pas d'évaluation qui soit réalisée au 1er semestre 2022, en considérant que ce 1er semestre 2022 doit être un temps de pédagogie et d'appropriation. Ça n'a de sens que si l'ensemble des acteurs sont à l'aise avec les outils, en comprennent le sens et se les approprient. On est dans une démarche d'évaluation, nous ne sommes pas dans une démarche d'inspection, nous ne sommes pas dans une démarche de contrôle. Peut-être, et pour terminer cet exposé et répondre ensuite plus librement, échanger plus librement avec vous et répondre à vos questions, nous avons, et Christian vous le disait tout à l'heure en amont, nous avons également une mission sur l'habilitation des organismes habilités. Aujourd'hui, cette habilitation, vous le savez certainement, elle se fait sur simple demande administrative. Il n'y a pas de critères a priori solides qui nous permettent d'habiliter les organismes qui font ces évaluations. Et par ailleurs, ces habilitations, elles sont illimitées dans le temps. On a la possibilité, quelques possibilités de contrôle, mais qui sont très limitées, de manière directe en demandant aux établissements, aux organismes habilités, excusez-moi, de saisir de manière trimestrielle leur rapport d'activité et quand ils ne répondent pas à cette obligation, on peut être amené à suspendre, voire à retirer l'habilitation. Mais on n'est là pas sur un contrôle de qualité de l'évaluation, on est simplement sur un contrôle d'effectivité d'une obligation. Et cet enjeu-là avait, l'intérêt était surtout de suivre la montée en charge des évaluations au niveau national. Nous avons une modalité indirecte quand il y a signalement des autorités ou signalement d'un établissement ou d'un service. Là encore, on va s'attarder à des éléments autour notamment de la déontologie, de l'absence de conflit d'intérêts, d'un certain nombre, en tout cas d'un travail qui est fait à minima de manière honnête. Et ce qui peut là aussi nous amener à suspendre, voire à retirer l'habilitation, mais c'est resté très marginal. Et nous n'avons pas d'autres matériaux puisque jusqu'à maintenant, les rapports d'évaluation ne sont pas transmis à l'HAS, ils n'étaient pas transmis à l'ANES, mais ils ne le sont pas plus aujourd'hui. Demain, et nous avons une commande extrêmement claire de notre collège à ce propos-là, nous travaillons sur un certain nombre de conditions qui viendront renforcer l'indépendance des organismes habilités. Nous avons des enjeux de professionnalisation des évaluateurs avec une habilitation qui doit se faire sur des critères de compétences, de qualification,
Nous avons probablement la question, enfin l'engagement à utiliser les outils et méthodes de la Haute Autorité de Santé qui iront également vers plus de professionnalisation. À partir du moment où on vous donne les outils pour faire l'évaluation, on va vers en tout cas une démarche plus robuste. L'indépendance va aussi être reliée à une exigence d'activité, hein, et en revers, un risque économique quand il y a une perte d'habilitation. Quand l'ANESM a intégré la Haute Autorité de Santé, il y avait environ 1200 organismes habilités, dont certains n'avaient jamais fait de mission, dont certains en faisaient une par an, une tous les 2 ans. La professionnalisation, elle passe aussi par une activité régulière et par une expérience importante dans le champ de l'évaluation. La lettre ministre de novembre dont je vous parlais a, dans cet objectif de renforcement d'indépendance notamment, a également posé le principe d'une accréditation COFRAC en amont de l'habilitation, habilitation qui maintenant ne sera délivrée qu'avec une durée déterminée et avec des contrôles renforcés. Nous allons être destinataires des rapports d'évaluation. Nous construisons un système d'information qui nous permettra notamment d'être destinataire de ces rapports d'évaluation et de pouvoir les exploiter. Nous ne regarderons pas l'intégralité des rapports d'évaluation, nous n'en avons pas les moyens. Nous restons bien sur une même démarche qui est une démarche de résultats rendus par l'évaluateur. La HAS n'interviendra pas dans le regard porté sur l'évaluation de l'établissement ou service social et médico-social. Par contre, d'avoir ces rapports d'évaluation, ça nous permettra 2 choses. D'une part, de pouvoir contrôler de manière aléatoire la qualité des organismes habilités. Et deuxième possibilité, c'est d'analyser le niveau de qualité atteint par l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux et pouvoir, en réponse, développer un certain nombre de travaux qui accompagneront les établissements et services dans leur démarche qualité. Voilà, je m'arrête là. Alors, merci beaucoup, Véronique. Alors, on a déjà beaucoup de questions. Alors, toute une série de premières questions qui est un petit peu sur la substitution aux évaluations internes et externes à ce nouveau système d'évaluation. Et on voit beaucoup de questions sur l'année de transition de 2021. Que va-t-il se passer en 2021? Et notamment sur les évaluations internes et externes. Alors, une petite précision technique, c'est que d'abord, l'évaluation interne et externe, ça n'existe plus dans le vocable juridique. Depuis le 1er janvier 2021, il n'y a plus d'évaluation interne ou externe des établissements médico-sociaux. On parle d'une évaluation suivant le référentiel établi par la HAS. Donc, il faut vraiment finir cette notion d'évaluation interne. On est sur quelque chose de nouveau qu'on vient de nous présenter. Alors, c'est vrai, beaucoup d'inquiétudes. Quand on voit 38 objectifs, 189 critères, la marche est haute pour les établissements. C'est peut-être là la question que l'on se pose et on a plusieurs questions posées, notamment sur une particulièrement sur le domicile de Nathalie qui s'interroge sur quelles vont être les méthodes d'évaluation par rapport aux traceurs, sachant que nos personnes prises en charge, elles sont à domicile. Alors, c'est une première interrogation qui est posée. Et une seconde, toujours dans cette spécificité, c'est quels sont les moyens que vont mettre en œuvre la HAS pour accompagner les structures dans l'appropriation de ce référentiel, puisqu'on voit qu'il n'y a pas que le référentiel qui est important, il y a aussi les grilles de lecture de ce référentiel et donc d'évaluation. Est-ce que quelque chose est prévu? Quel accompagnement un peu plus concrètement? Alors ça reste un peu le travail hein, qui est devant nous. Et qui est notamment sous la responsabilité du groupe de travail transversal hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Les traceurs, oui, on va les utiliser également dans les services à domicile. Les modalités exactes, parce que c'est ce que vous disiez, hein, ça veut dire interroger des gens qui sont à domicile. C'est simple, hein, quand on est dans un lieu d'hébergement où tout le monde est rassemblé sur le même lieu, c'est pas très compliqué. Là, il va falloir évidemment qu'on adapte et qu'on trouve les modalités les plus adaptées. Il n'empêche qu'on sait que cette méthode
de la personne accompagnée traceur, elle est très révélatrice de la question de la qualité et nous ne souhaitons pas ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, elle est utilisée par exemple dans l'hospitalisation à domicile. Donc il va falloir effectivement qu'on trouve les bonnes modalités, mais ça reste une méthode qu'on utilisera. Et sur la question de l'accompagnement par la Haute Autorité de Santé, donc je vous disais, on a prévu un temps d'accompagnement à distance par la production de vidéos, par la production de webinaires, de MOOC, etc. Nous allons nous déplacer en région pour venir à la rencontre des acteurs. Et puis c'est vrai qu'on est en train, alors nous comptons très fortement sur les fédérations d'établissements et de services pour avoir aussi ce travail pédagogique. Et c'est pour ça hein, qu'on échange régulièrement avec les fédérations, parce que je pense que ce sont des relais juste centraux. Hein. Voilà, donc Régis Granet, on n'a pas fini de se voir autour de ce, de ce sujet-là. C'est vrai aussi qu'on est en train d'échanger avec d'autres acteurs comme les structures régionales d'appui de la FORAP, que vous connaissez peut-être pas très bien parce qu'ils sont plus dans le côté ou sanitaire ou médico-social. On se rapproche aussi des CREAI qui peuvent être des relais pour nous des méthodes. Bon, voilà, tous ceux qui, à un moment donné ou un autre, peuvent avoir des actions au plus près des services, nous travaillons avec eux. Mais encore une fois, je compte beaucoup sur les fédérations qui ont des équipes qualité et qui ont des professionnels qui peuvent aider, accompagner les structures sociales et médico-sociales. Bon, désolé, hein, je fais le programme de travail de l'année prochaine. Non, mais c'est un sujet. Merci Véronique, c'est un sujet passionnant. Oui, alors en primeur, rapidement, on est en train de travailler sur un programme pédagogique de formation lorsque le référentiel sera abouti, qu'on vous présentera. Et après, on fera sûrement des accompagnements en région lors de notre Tour de France spécifique. Et puis, on va mettre en place une cellule spéciale évaluation au sein de la fédération pour répondre à toutes vos questions. Alors, on a toujours beaucoup de questions, alors qu'ils sont autant juridiques que sur l'évaluation. Alors, le juridique, on va le laisser un peu de côté pour l'instant, mais bien sûr, je reviendrai un peu plus tard. Et se pose une question sur les équivalences avec les certifications. C'est vrai qu'aujourd'hui, les établissements qui étaient certifiés, donc soit NF Service, soit Calisap, soit par BV, bénéficiaient d'une reconnaissance de la certification dans le cadre de l'évaluation. Tous ces établissements qui aujourd'hui, donc jusqu'au 31 décembre 2020, avaient une équivalence par rapport à l'évaluation, qu'en est-il à partir de 2021 et dans les prochaines années? C'est la question de Florence. Alors écoutez, c'est trop tôt pour vous répondre. C'est vrai que l'équivalence, elle a existé à un moment où il y avait un cahier des charges et de l'évaluation. Là, on est dans un contexte extrêmement différent. Nous, on est plutôt sur une position qui est que les certifications sont complémentaires de l'évaluation. On nous a demandé à nous, Haute Autorité de Santé, de construire un dispositif d'évaluation nationale qui permettra aussi de piloter la question de la qualité au niveau national. Donc voilà, nous, on construit un dispositif d'évaluation nationale. On peut imaginer que lorsqu'il y a des certifications particulières, ça soit pris en compte, ça soit regardé notamment par les évaluateurs. De là, aller à partir d'une équivalence, de parler d'équivalence entre les deux, bon, c'est pas du registre de la Haute Autorité de Santé. Alors, on a toujours des questions, alors toujours sur cette bascule à évaluation interne et externe. Et on a Mickaël, par exemple, qui nous pose la question. Vous dites que les évaluations internes et externes ne sont plus d'actualité. Mais cela veut-il dire que les établissements ne vont plus s'auto-évaluer?
Alors, quand on est dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, il faut forcément qu'il y ait l'évaluation en interne. Je vous le disais, hein, on n'est pas dans une démarche de contrôle. Donc, s'il n'y a pas une mobilisation des professionnels de l'établissement ou du service pour s'auto-évaluer, pour faire le point où ils en sont, on est complètement à côté de la philosophie de la démarche. Alors, les modalités de préparation, on est en train, ça fait partie aussi des sujets qui sont abordés dans le groupe de travail sur les méthodes. On a aussi l'intention de s'appuyer sur le rapport d'activité annuel qui est prévu. En fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne vous demande pas non plus un travail qui n'ait pas de sens pour vous et qui ne soit qu'un travail supplémentaire. On a quand même bien conscience que les structures et a fortiori les services n'ont pas une infrastructure qualité qui leur permette comme ça d'être dans de la production de documents qualité au quotidien. Il faut donc qu'on ait des modalités de mobilisation en interne qui collent le plus possible à vos contraintes quotidiennes. Donc on a ça à l'esprit. Mais encore une fois, une démarche d'amélioration continue de la qualité, et c'est bien ça que l'évaluation porte, elle repose sur la mobilisation des professionnels. Donc, ça n'est pas que de l'évaluation externe. On est sur une dynamique. Et sur la question du rythme, je vois qu'on me demande s'il y aura des évaluations tous les 7 ans. Donc ça va dépendre d'un décret qui est à la main de la DGCS. Ce qui semble se dessiner, mais ce décret n'est pas publié, donc je reste sur du conditionnel. Ce qui semble se dessiner, ça serait une évaluation tous les 5 ans. En tout cas, c'est une date qui a été largement discutée, notamment au sein du comité de concertation, et qui a remporté une adhésion assez forte de l'ensemble des acteurs, dans la mesure où c'est 5 ans, c'est la durée d'un projet de service, c'est pour les établissements, enfin pour les structures qui ont des CPOM, c'est la durée d'un CPOM. Enfin voilà, en tout cas, la durée de 5 ans avait l'air de parler assez bien, d'avoir du sens pour l'ensemble des acteurs. Donc on irait sur une durée, sur un rythme d'une évaluation tous les 5 ans, sachant qu'il reste encore à définir les modalités de fixation des dates de l'évaluation pour chacune des structures, puisqu'il faut absolument qu'on sorte du piège dans lequel on était entré avec le premier système, qui est d'une évaluation qui est faite par toutes les structures en même temps, la même année. Ce qui, d'une part, nécessite d'avoir des évaluateurs en grand nombre, et donc on ne peut plus avoir les exigences qu'on souhaite porter vis-à-vis des évaluateurs. Et d'autre part, ça rend difficile, en tout cas, l'exploitation, notamment par les autorités d'autorisation, et ça vient beaucoup moins nourrir le dialogue de gestion, qui nous semble être un lieu intéressant pour discuter des résultats de l'évaluation. Alors, en conclusion de Fédérissante, j'aime bien le surnom, l'année 2021 est donc une année blanche en termes d'évaluation externe? Alors, il y a un moratoire qui a été demandé, enfin en tout cas posé par les ministres. Alors, j'avance très prudemment. Je sais qu'il y a des autorités qui continuent de demander des évaluations. Voilà, en tout cas, sachez que ce courrier ministre pose le principe d'un moratoire jusqu'au 31 octobre, partant du principe qu'à partir du 1er novembre, c'est l'évaluation HAS qui s'applique. Alors, on ose espérer que dans le décret qu'on est tous en attente, il y aura un petit dispositif dans ce décret qui prévoit justement la prorogation de ce moratoire jusqu'au premier semestre 2022. On espère que ça va figurer dans ce décret qui devrait fixer notamment le rythme d'évaluation. Alors, aussi, autre question toujours sur les certifications de service, c'est que faire pour les certifications en cours? Auront-elles toujours un intérêt pour l'évaluation? Alors, juste avant de céder la parole, pour analyser le référentiel, on s'amusait à comparer les critères au regard des exigences qu'il y avait déjà dans les référentiels, dans les cahiers des charges. Et très sincèrement, suivant les sections de service, la section de service est une préparation
à ce nouveau référentiel, puisqu'on voit que quand même beaucoup de points dans ce référentiel sont déjà connus de nos services, hein, que ce soit tous les éléments éthiques, par exemple, tous les éléments de prise en charge, de participation de la personne à l'élaboration de son projet de vie. C'est pas des choses nouvelles pour nos services. Donc aujourd'hui, la certification n'est qu'une c'est une démarche qualité, ça va dans le sens, c'est un sens conjoint à cette évaluation version HAS, mais je pense que c'est une préparation. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire qu'on voit bien que la certification, elle vient soutenir cette démarche qualité. Et puis évidemment, ce qu'on a imaginé avec les professionnels, ça a forcément du sens au regard de vos activités. Donc c'est là où je le disais tout à l'heure, c'est complètement complémentaire et il est hautement probable qu'un établissement ou un service qui, est certifié, va répondre, assez facilement aux critères de l'évaluation, HAS. Alors, peut-être une question que je pose moi cette fois-ci. 189 critères en termes de temps d'évaluation. Est-ce qu'on a une projection de très concrètement une structure qui va être en évaluation, ça va s'étaler sur combien de temps? Parce que c'est vrai, 189 critères, c'est une évaluation de 4 jours, 5 jours. On a une petite idée déjà un petit peu de ce que ça va représenter comme charge de travail pour les services de passer sous les fourches codines d'un évaluateur. Alors écoutez, on n'a pas encore déterminé, le temps. Après, je vois sur, si je compare par exemple, aux établissements de santé, hein, où il y a un référentiel d'à peu près une taille, à peu près similaire et avec des méthodes, assez proches et qui sont beaucoup plus, gros en taille. Les plus gros, alors, ça va être, 5 jours et puis, 7 ou 8 évaluateurs. Bon, donc sur des services, mais je vous parle d'un CHU. Donc si vous êtes au niveau d'un service, voilà, ça va être 2 jours probablement et puis ce qu'on souhaiterait plaider, c'est qu'il y ait au moins 2 évaluateurs parce que le regard croisé des évaluateurs est beaucoup plus riche. Voilà, je vous dis ça, je m'avance déjà peut-être un peu trop, mais il faut vous dire que ça va plutôt être de cet ordre-là. On n'est pas, sur une évaluation qui va durer 3 mois et surtout l'évaluateur, il n'arrive pas avec critère 1. Répondez-moi à comment vous faites? Critère 2, comment vous faites? Et on passe comme ça les 189 critères. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ils vont avoir des grilles d'entretien avec les personnes, des grilles d'entretien avec les professionnels et des documents à les regarder. Et c'est l'analyse de ce matériau qu'ils vont recueillir qui va leur permettre après d'évaluer le niveau d'atteinte d'un critère. Mais on n'est pas dans un travail scolaire de critère après critère. Donc c'est plutôt une rencontre et un dialogue et une étude de documents qui ensuite permet de porter un regard sur le niveau qualité. Alors, ça réagit en parallèle, hein. J'ai Sarah d'un grand réseau qui me fait Régis, je pleure. 2 jours et 2 évaluateurs par agence tous les 5 ans. Je suis au bord du suicide. Est-ce que. Oui, si, Christian, si. Quand il y a des réseaux, il y a 150 agences, 2 jours, 2 évaluateurs. Mais ce qui inquiète surtout aussi, et on le voit là, donc c'est concrètement comment ça peut se passer. Et puis surtout, l'inquiétude, c'est que va-t-il se passer lorsqu'une structure ne va pas satisfaire à plusieurs critères? Parce on est toujours malheureusement, hein, et c'est ça l'exercice qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, les textes à ce jour ne prévoient exclusivement que le renouvellement d'autorisation se fait au regard du résultat de l'évaluation. Alors, on s'interroge tous un petit peu, quel va être ce résultat de l'évaluation et que se passe-t-il si sur les 189 critères, il n'y a que quelques critères qui ne sont pas satisfaits? Comment ça va se traduire? Comment vous imaginez que ça va se traduire dans le rapport d'évaluation, sachant que c'est ça qui va conditionner le renouvellement de l'autorisation de l'établissement? Alors d'abord, nous, on plaide pour qu'il y ait un peu comment dire, de distanciation du lien entre évaluation et autorisation. Pour les questions de calendrier dont je vous parlais tout à l'heure et aussi parce que l'évaluation, si c'est la condition exclusive du renouvellement d'autorisation, elle se transforme en bâton et non plus en carotte. Et que là encore, pour nous, ça pervertit quand même un peu l'enjeu autour de l'amélioration continue de la qualité.
Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va travailler au format et à la restitution. Je vous rappelle que ces rapports seront rendus publics. Donc, il faut que le rapport puisse être compréhensible par tout le monde. Donc, il va falloir qu'on ait un rendu qui soit accessible. Après, l'évaluation, elle va rester effectivement. Alors, il y aura peut-être je ne sais plus comment on appelle ça, des toiles d'araignée, qui donneront une vision à un moment donné sur la question de la qualité. Il ne faut pas que ce soit un rendu sanctionnant. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'un critère n'est pas satisfait qu'à ce moment-là, l'autorité, elle doit prendre des sanctions. Par contre, de se dire que si un objectif, par exemple, ne trouve pas une réponse satisfaisante dans un service, on réfléchit pour mettre en place des démarches, des actions d'amélioration de la qualité, et pour que la fois d'après, ce niveau-là, il soit atteint. Si tous les critères, alors je vais le dire autrement en fait, si tous les critères et tous les objectifs de ce que nous avons construit sont satisfaits par tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, nous aurons raté notre objectif. C'est-à-dire qu'on aura juste décrit ce que vous faites déjà et on ne sera pas mis dans cette logique d'amélioration. Donc forcément, je vous le dis, il y a des critères ou des objectifs sur lesquels vous n'aurez pas une atteinte optimum. Et c'est ce qui va vous permettre de guider la démarche qualité. Donc, l'idée, c'est pas que vous passiez un examen et savoir si vous allez avoir la moyenne ou pas la moyenne, c'est que ça vous serve dans votre politique qualité. C'est vraiment la logique dans laquelle nous sommes, quoi. Et du coup, il faut que ça puisse venir nourrir votre dialogue de gestion avec l'autorité en disant, bah voilà, peut-être que là-dessus, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de… Mais on aurait vraiment tout raté si on était dans une approche sanctionnante. Alors, autre question, y aura-t-il un encadrement du coût des évaluations qui aujourd'hui sont très variables d'un évaluateur à un autre? Je ne peux pas vous dire ça, ça relève du ministère et de la DGCS. Alors, pour ce qui est donc, du coup, je vais prendre le volet politique de la FEDESAP, où on est pour la liberté tarifaire. Intrinsèquement, on se bat là-dessus depuis le début. Par contre, il faut à un moment donné qu'on parle de financement, et le vrai enjeu, c'est dans quelle mesure les financeurs prendront en compte le coût de cette évaluation. Et je pense que c'est un élément qui devra déterminer le tarif de référence des plans d'aide APA et PCH, ou voir à ce que les départements mettent un peu la main à la poche à un moment donné. Et peut-être la caisse d'assurance maladie, puisqu'aujourd'hui, si on se pose la question de qui est-ce qui paie l'évaluation HAS des établissements de santé, c'est, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle, l'assurance maladie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on est une branche à part entière de l'assurance maladie. Alors, au démarrage, il y avait une contribution des établissements de santé, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, c'est directement sur l'ONDAM. Ouais. Mais je vous laisse vos combats. Chacun les siens. Avec plaisir, tout à fait. Alors, est-ce que je vais essayer de rendre un peu d'autres questions. Alors oui, dans le cadre de la protection de l'enfance, quel lien entre la HAS, les départements, la protection de la PJJ, je ne sais pas ce que c'est, pour les résultats de l'évaluation? Protection judiciaire de… Alors, Christian, tu veux répondre? Non, pas du tout, vas-y. Je ne suis pas sûre de complètement comprendre la question, en fait, puisque nous allons évaluer normalement les établissements de la PJJ et nous rendrons un… Donc, enfin voilà, je suis désolée, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Peut-être que la personne peut la reformuler. Oui, Jean-Rémy Rino, si vous pouvez reformuler votre question, parce que c'est vrai que les SAD familles interviennent aussi là, dans le titre de la protection de l'enfance. Mais Ah, d'accord. alors c'est vrai que dans le référentiel, je l'ai pointé du doigt, où on ne sait pas trop où on va sur ce sujet-là, parce qu'on n'arrive pas à le lire par rapport aux critères, aux 189 critères, mais je pense que ça va venir dans les fiches.
Donc, aujourd'hui, c'est là où on est un peu embarrassé, c'est qu'on n'a pas une vision totale du référentiel. Donc, à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez Oui, pas. parce que peut-être, juste peut-être pour, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les critères, il va y avoir des fiches critères hein, qui vont, donc il y aura le critère, il y aura les méthodes qui vont permettre d'évaluer le critère, donc ça sera guidé. Et puis ensuite, on va mettre un certain nombre de références, soit des références juridiques, soit des références de travaux, de bonnes pratiques pour pouvoir étayer un peu les critères et que les établissements et les services puissent comprendre où on veut aller, ainsi que les évaluateurs d'ailleurs. Alors, une question, que vont faire les départements des évaluations transmises par l'établissement? Alors, j'espère pas comme les anciens rapports caler les armoires, mais je ne sais pas. Christian, Véronique, est-ce que vous échangez avec les départements un petit peu sur l'enjeu de ces évaluations? Alors, on a rencontré l'ANDAS et nous rencontrons également l'ANDEF. Nous sommes en train de prendre contact également avec l'Assemblée des départements de France, hein, l'ADF, pour pouvoir les sensibiliser à ce sujet. Voilà, tout comme nous allons rencontrer au mois de juin les ARS pour la partie sanitaire. Voilà, donc oui, on essaye d'être en contact avec eux. Les- alors, je suis peut-être, vous savez, je suis une éternelle optimiste, donc peut-être que je me tromperai complètement, mais je me dis que quand on a une démarche qui va être structurée, dont on sait quelles sont les attentes, qu'on peut éventuellement avoir du coup des données de comparaison. Alors pas pour classer hein, évidemment, mais juste pour avoir une appréciation un peu plus fine du niveau de qualité atteint par tel type de structure et du coup de pouvoir mieux situer l'établissement ou le service, ça va donner des billes aux autorités qu'elles n'avaient pas aujourd'hui. Pour avoir échangé avec certains d'entre eux, ils disaient, une fois, on recevait un rapport d'évaluation qui faisait une page, une autre fois 400 pages. Ils savaient, enfin, c'était difficile de pouvoir l'analyser. Donc, nous, si vous voulez, cette structuration, à la fois le référentiel, à la fois les méthodes qui fait qu'il va y avoir une sorte de robustesse hein, de ces méthodes et de la reproductibilité des évaluations, et à la fois un format homogène, ça va faciliter l'exploitation de manière évidente par les autorités, comme ça le sera également par les structures elles-mêmes. Voilà, donc on devrait en tout cas aller vers une plus grande utilisation des rapports d'évaluation. En tout cas, j'espère. Dans ce lien, on a Sylvie qui nous pose une question en réaction aux propos qu'a tenu sur les rapports vont être rendus publics. Par quel biais? Alors, ça fait partie aussi d'un décret que doit prendre la Direction générale de la cohésion sociale. Je ne sais absolument pas aujourd'hui parce que nous avons, alors, il faut à la fois que ça soit rendu public et accessible. Donc, il faut que aussi les citoyens sachent où ils peuvent trouver cette information, même si, voilà. Donc, bon, on peut toujours imaginer demander à ce que l'ensemble des établissements et services le mettent sur leur site internet, mais tout le monde n'a pas un site internet. Bon, il y a pas il n'y a pas vraiment je veux dire d'institutions qui rassemblent l'ensemble du secteur, excepté la Haute Autorité de Santé, mais nous, en général, ce que nous publions, ce sont des documents que nous avons validés. Et comme nous ne validerons pas les rapports d'évaluation, voilà, c'est délicat pour nous de les publier. Donc, ça fait partie des éléments qui sont en cours de discussion avec la DGCS et qui devraient faire l'objet d'un décret avant la fin de l'année, puisque c'est ce que précise la loi. Ils seront publiés selon des modalités à définir par décret. Alors, on va prendre les dernières questions parce que le temps file, il est déjà 19h08, on ne devrait pas trop dépasser. Alors, une question de Fédéricente. L'HAS mettra-t-elle à disposition des établissements une plateforme, notamment sur le modèle de Calista, pour se préparer à l'évaluation? Alors, nous cherchons le nom de notre de notre plateforme. Non, effectivement, je plaisante, mais ça fait partie des sujets en cours. Oui, nous sommes en train de construire un système d'information qui devra nous permettre de gérer à la fois la partie habilitation des évaluateurs externes et à la fois la partie évaluation de la qualité des ESSMS. Donc, ce projet-là, il est en cours, hein, et nous cherchons un nom à ceux-ci. Si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer.
Oh, fait des sapes, c'est un bon nom, hein. Bien sûr, bien sûr. Non. Alors, une question alors, plus à mon avis sur l'accréditation COFRAC. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur l'accréditation COFRAC? Ça veut dire quoi? Parce que concrètement. L'accréditation C'est le COFRAC, comité français de l'accréditation et c'est pour habiliter les personnes qui font les évaluations. Ce n'est pas pour les établissements. Parce qu'il y a peut-être une confusion avec l'habilitation des établissements de santé pour exercer, qui sont évalués, qui sont habilités et qui peuvent exercer. Est-ce qu'on va vers un tel système ou pas, c'est pas du tout le même esprit? Non, on reste vraiment sur l'esprit d'évaluation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Par contre, ce que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure, à savoir, on monte en exigence vis-à-vis des organismes qui vont faire ces évaluations, à la fois pour s'assurer de leur indépendance et de leur professionnalisme, excusez-moi. L'étape COFRAC est une étape qui a été identifiée comme permettant d'aller vers voilà, plus d'indépendance et plus de professionnalisme chez ces évaluateurs. Donc, ça va concerner exclusivement les organismes en charge de l'évaluation. Alors, la dernière question, ça va être celle de Bérangère. Pour les structures qui sont multi-établissements, avec plusieurs sites, un site qui est en multi-site en fait, et qui a une gouvernance donc collective et avec une tête de réseau qui administre plusieurs établissements. Est-ce que l'évaluation va prendre en compte ce mode d'organisation d'établissements qui dépendent en fait d'un même groupe et qui a une même gouvernance? Est-ce que ce cas est prévu aujourd'hui? Alors, si je refais le lien avec ma question de l'autorisation, nous sommes toujours, en tout cas les textes qui n'ont pas bougé, relient toujours l'évaluation à l'autorisation. Ce qui peut rendre plus difficile le fait d'avoir une évaluation sur un dispositif, hein. Effectivement, on voit, il y a des endroits où il y a plusieurs types de structures ou de services avec une politique qualité commune et il y aurait en tout cas du sens, ce qui ne veut pas dire qu'on n'irait pas dans tous les sites, en tout cas, qu'il y aurait du sens à avoir une habilitation qui se fasse dans le même calendrier et de manière coordonnée. Après, il ne faut pas non plus qu'on soit, la question c'est la granularité. Il faut que ça reste évaluable et évaluable au plus près de la personne. Donc si vous avez une énorme, comment dire, si c'est, un EHPAD avec un SIAD, un SAD et voilà et puis vous avez 3, 4, 5 structures qui fonctionnent ensemble, ça peut avoir du sens. Si on commence à monter, au niveau d'un département avec, 20 structures, ça n'a plus de sens. Donc voilà, il faut qu'on arrive à trouver le bon niveau, mais le problème, c'est que ça ne va pas dépendre de nous, ça va dépendre encore une fois, à la fois des autorités de la liberté qu'elles vont prendre par rapport à la question avec l'autorisation et puis de l'évolution éventuellement législative, que la DGCS pourrait prendre, sur ces questions de lien entre, autorisation et évaluation. C'est vrai, à aujourd'hui, dans la partie audit système, on est beaucoup organisé en réseau dans les services de la BDC, c'est vrai que la partie audit système se fait sur la tête de réseau. Et après, il y a l'audit par traceur qui va se faire, bien sûr, dans chaque établissement. Mais c'est vrai de voir si on ne peut pas optimiser un petit peu les temps et les coûts, notamment d'évaluation, lorsqu'on est sur un système qualité en réseau. Alors écoutez, il est déjà 19h12. Je vais vous laisser les mots de la fin, peut-être un peu Christian, parce que Véronique a beaucoup parlé ce soir. Voilà, C'est normal, les mots de la fin. c'est normal qu'elle ait beaucoup. Non, mais c'est normal qu'elle ait beaucoup parlé. On est le lendemain du 8 mars, donc elle est surentraînée pour cet exercice. Donc, c'est normal. Puis d'abord, parce que c'est quand même la cheville ouvrière. Moi, je suis le président de la commission. Je serai là avec les experts de la commission en arbitrage final. Donc, vous avez pu comprendre, j'espère que vous l'avez tous compris, qu'on était dans un travail qui avançait, que tous les boutons de guêtre n'étaient pas fixés, qu'il y en avait qui appartenaient notamment à la direction générale de la cohésion sociale qui doit produire un certain nombre de décrets d'ici la fin de l'année pour rendre tout ça effectif, et que pour l'instant, on est dans ce travail de construction, qu'on espère avoir l'occasion fin 2021, début 2022, de pouvoir mener une vraie phase d'expérimentation du référentiel pour pouvoir le construire et le finaliser en fonction aussi des résultats de terrain.
On a commencé par les données du terrain, on est retourné vers le terrain pour le contradictoire, en quelque sorte, sur le projet de référentiel que vous avez eu en ligne et sur lequel vous avez pu produire. On va essayer une étape de finalisation de ce référentiel. On va l'expérimenter et puis à la fin, il y aura la copie finale. Donc, on est encore en train dans un travail de construction, en essayant de mettre le maximum des acteurs en discussion. Alors évidemment, je comprends que ça peut avoir des côtés un peu d'incertitude. On se pose beaucoup de questions pendant le processus, mais c'est aussi un peu tant mieux, parce que si on ne pouvait pas se poser toutes ces questions-là, voilà, je reconnais que pour le reste, c'est compliqué sûrement pour le quotidien, de savoir s'il faudra faire telle évaluation ou pas, quand les choses elles sont pas fixées. Nous, on prie tous les saints de toutes les religions pour que cette partie d'expérimentation, elle trouve sa place et qu'on arrive à fabriquer un système d'évaluation qui soit cohérent aussi avec ce que les gens vivent dans leur pratique professionnelle et dans leur vie, dans les établissements ou dans les services. Un grand merci Christian. Donc je ne doute pas qu'on a des participants qui se feront un plaisir d'être des bêta-testeurs du référentiel. Je pense notamment à Sarah qui nous interpellait au Bérangère. Je suis sûr qu'elle sera à votre disposition pour tester un petit peu ce référentiel dans les structures. Sinon, on tenait vraiment, tout à fait les SAP, tenait vraiment à vous remercier de votre implication de ce soir pour un petit peu nous présenter les enjeux, les objectifs de ce référentiel. On apprécie vraiment que la HAS vienne à nous, parce que c'est vrai que vous impressionnez, hein, ce sera peut-être enfin, si, vous impressionnez, et je trouve que c'est vraiment très agréable de pouvoir parler en direct avec les principaux acteurs de cet enjeu qui va nous accompagner les prochaines années. J'espère qu'on se reverra pour un futur peut-être live une fois que le système sera abouti. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé. Un grand merci à Véronique et à Christian pour la clarté de leurs propos et leur disponibilité. Un très grand merci. Donc, ce live a été enregistré et il sera disponible dès demain en revisionnage. Si vous n'avez pas tout suivi, vous pourrez vous poser. On nous a posé la question du slide qui était présenté du PowerPoint. Alors oui, on va le mettre à disposition avec l'accord de Véronique et Edgadi sur notre site internet où vous pourrez le télécharger s'il n'y a pas de problématique là-dessus. Non, il n'y a pas de droit. Tout ce que nous faisons est rendu public. C'est la transparence HAS. Écoutez, en tout cas, merci. Merci de cette invitation. Et puis voilà, sachez qu'en tout cas, nous, on souhaite travailler. Enfin voilà, ces échanges-là sont importants pour nous aussi, pour pouvoir prendre en compte au mieux vos préoccupations. Parce qu'encore une fois, c'est le sens de la démarche qui est important et ce n'est pas le dispositif en lui-même. Un très grand merci, je vous dis à très bientôt. Christian, Véronique, grand merci encore. Une très bonne et agréable soirée à tout le monde et à très bientôt. Merci, au revoir à tous. Régis.